Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 68e épisode de ce podcast dédié à l'actualité du mois d'octobre. Je vais vous parler d'un astéroïde venu d'ailleurs, d'une observation historique, d'une convention d'astronautes et d'un anneau très lointain. Et commençons par l'événement de ce mois d'octobre 2017, puisqu'il est historique. Le 16 octobre, les scientifiques de la collaboration internationale LIGO-Virgo ont annoncé avoir observé à nouveau des ondes gravitationnelles. Alors rien de bien nouveau, vous allez me dire, mais ce qui est doublement historique dans cette nouvelle détection, c'est que, premièrement, c'est une fusion d'étoiles à neutrons qui a été vue, et non une fusion de trous noirs, comme c'était le cas des précédentes détections. Et deuxièmement, on a pu observer cet événement non seulement grâce aux ondes gravitationnelles, mais également avec des ondes électromagnétiques, de la lumière détectées par 70 observatoires et télescopes spatiaux. Ça doit être le truc le plus scruté sous toutes les coutures de l'histoire des sciences. Mais qu'est-ce qu'on a vu exactement ? Alors, il y a 130 millions d'années, dans une galaxie far, far away, et alors que sur la Terre, des dinosaures batifolent joyeusement sur une Pangée qui finit de se scinder en plusieurs continents et que les fourmis apparaissent pour chatouiller les pattes de nos ancêtres les petits mammifères mignons, il y a donc 130 millions d'années, disais-je, dans une galaxie très très lointaine, deux étoiles à neutrons qui se tournaient autour depuis sans doute des millions d'années ont enfin réussi à se pécho pour fusionner. Pouf, les deux astres n'en font plus qu'un, ce qu'on nomme très joliment une kilonova, va falloir que j'explique à ma mère que c'est un vrai mot la prochaine fois qu'on jouera au Scrabble, et cette kilonova fait vibrer l'espace-temps. Ces vibrations de l'espace-temps, les ondes gravitationnelles donc, se propagent à la vitesse de la lumière dans toutes les directions, jusqu'à traverser les détecteurs de LIGO aux États-Unis et de Virgo en Italie le 17 août 2017 à 14h41 et 4 secondes, heure de Paris, sur une planète où des fourmis riches de 130 millions d'années d'évolution acceptent cordialement de cohabiter avec une espèce de primate nommée Homo sapiens qui a émergé il y a 300 000 ans. Bon, mais notre coalescence d'étoiles à neutrons, qui sont des astres de la taille de Paris, mais dont une petite cuillère de matière, essentiellement des neutrons, donc pèse 1 milliard de tonnes, je rappelle, ne se contente pas de faire vibrer l'espace-temps lui-même. 2 secondes après la fusion, elle émet une intense bouffée de rayons gamma, détectée à 14h41 et 6 secondes par les télescopes spatiaux Fermi et Intégral. 10h52 après la fusion, la désintégration de la matière des étoiles la fait briller en lumière visible et forme des éléments lourds comme du platine, du césium ou encore de l'or. Des télescopes du monde entier peuvent donc observer la création de ces nouveaux atomes. Oui, alors sachez que l'or de vos bijoux n'a pas été formé par la nucléosynthèse des étoiles, mais par l'explosion de supernovas au minimum et par une kilonova au maximum. Fin de la parenthèse. Donc cet événement visible en lumière visible nous permet donc de le situer dans la galaxie NGC 4993, ici avec les observations de la kilonova par Hubble. 11h36 après la coalescence, l'objet qui reste émet en infrarouge, ce qu'on observe à nouveau, puis au moins de 4 heures plus tard, il émet en ultraviolet, ce qu'on détecte aussi, 9 heures après la fusion, il émet en rayon X, ce qu'on observe très bien, et enfin, 16 jours plus tard, l'onde de choc produite par l'éjection de la matière atteint le milieu interstellaire, qui est plein de poussière, et alors ça fout le bazar là-dedans, ça s'agite, ça se bouscule, tout ça, et donc ça émet des ondes radio qui n'ont pas fini d'émettre, puisque ça peut durer des années. Et voilà, c'est donc la première fois qu'on observe un événement à la fois grâce à des ondes gravitationnelles et grâce à des ondes électromagnétiques. Ça ouvre donc des tas de possibilités d'observation, de découverte, de meilleure compréhension des lois de la nature et peut-être même de l'histoire de l'univers, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Dans tous les cas, après les médailles d'or du CNRS qui ont été octroyées à deux physiciens français pour les récompenser de leurs travaux sur les ondes gravitationnelles, le prix Nobel de physique 2017 a donc été donné à 3 autres physiciens, dont Kip Thorne, le scientifique qui a été consultant sur Interstellar, également pour leur contribution concernant les ondes gravitationnelles. C'est vous dire si c'est important dans l'histoire de la physique. Et je voudrais tout de même signaler que le comité Nobel aurait pu avoir une petite pensée pour les Spice Girls qui avaient parfaitement décrit l'événement il y a des années dans les premiers couplets de leur chanson « To Become One ». Voilà. C'était pour le... ça fait toujours bien de placer les Spice Girls. Voilà, toute ma jeunesse, ça. Enfin, toute mon adolescence. Bref.
La personnalité de ce mois d'octobre est moins nombreuse que les Spice Girls, mais plus crédible dans le monde de l'astrophysique, puisqu'il s'agit de Catherine Cesarski. Je vous en ai déjà peut-être parlé, puisqu'elle m'avait très gentiment apporté son témoignage pour un des chapitres de mon premier livre, mais là, en l'occurrence, elle vient d'être nommée à la tête du Square Kilometer Array. Alors lui, je vous en ai déjà parlé, c'est sûr, mais il y a plusieurs années. C'est un ensemble de 3000 antennes qui est en train d'être construit en Afrique du Sud et en Australie, et qui, tout ensemble, formeront un radiotélescope qui sera l'équivalent d'une seule antenne d'1 km², comme son nom l'indique. Mais comme c'est techniquement pas possible de construire une unique antenne aussi grande, on en construit des milliers qui regardent ensemble des mêmes objets, et ensuite on regroupe les observations en une seule image, et voilà, ça s'appelle l'interférométrie, si vous voulez crâner dans des dîners mondains avec un mot compliqué. Bref, et donc Catherine Cesarski, qui est donc une astrophysicienne française, qui avait déjà été directrice de l'ESO et qui a été la première femme présidente de l'Union astronomique internationale, et qui a décidé de statuer sur Pluton, oui, c'est elle qui a enclenché le truc, et ben elle a été nominée présidente du conseil d'administration du SKA, ce qui peut rendre optimiste quant à un futur engagement de la France dans ce projet, puisqu'on n'en fait pas partie pour le moment. Bref, félicitations à elle. Du côté des infos de ce mois d'octobre, j'en ai sélectionné 2. Décidément, il se passe des drôles de choses dans le système solaire. Alors premièrement, dans le monde lointain et mal connu des objets transneptuniens, sachez qu'on a découvert un anneau autour de la planète naine Oméa. C'est Bruno Sicardi, un chercheur français, qui en est le co-découvreur. Alors ici, on voit une vue d'artiste d'Oméa à côté de Pluton, en fausse couleur et à l'échelle. Et voici une animation, toujours en vue d'artiste, donc une animation d'Oméa avec son anneau. Alors on savait déjà qu'elle avait 2 lunes qui orbitent autour d'elle et que sa forme très allongée était bien chelou, mais là, voilà, un anneau. Et justement, Bruno Sicardi a dit, je le cite, « La forme très allongée d'Oméa est susceptible de causer de fortes perturbations résonantes dans un disque collisionnel qui l'entoure. Ceci pourrait expliquer la position actuelle des anneaux relativement éloignés du corps central. » Donc en bref, l'anneau se serait formé à la suite d'une collision avec un objet. On aura peut-être d'autres informations dans le futur, donc affaire à suivre. Et deuxième objet très étrange dans l'actualité, alors à première vue rien d'étonnant puisqu'il s'agit d'un astéroïde qu'on a découvert le 18 octobre, mais vu son orbite, il vient très probablement d'un autre système solaire que le nôtre. Sa découverte est très récente, donc il y a des risques d'erreur et il faudra attendre plus de données pour vraiment tirer des conclusions solides, mais c'est quand même ce qui semble se dégager. Alors vu sa vitesse, il va mettre seulement 10 000 ans pour retourner vers le nuage de Oort et le traverser pour en ressortir, alors qu'une de nos comètes bien de chez nous met en général entre 2 et 3 millions d'années. Et elles ne sortent jamais de notre système solaire. Donc en gros, sa vitesse est assez grande pour échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ce qui n'est pas le cas des objets qui sont nés dans le système solaire, donc hors sonde, évidemment, fabriquées par des humains, comme les sondes Voyager, qui sont en route vers la sortie. En tout cas, cet astéroïde proviendrait d'un système proche de l'étoile Vega, mais on ne sait pas trop. Là encore, les astronomes vont se pencher sur le sujet pour nous en dire plus, mais vous vous rendez compte, c'est la première découverte d'un objet extrasolaire qu'on découvre par chez nous. C'est foufou, non, hein? Le truc vient d'ailleurs, quoi, dans le plus grand des calmes. Et ça se trouve, c'était le tchouri d'une espèce extraterrestre, et il y a encore l'équivalent d'une Rosetta et d'un Philae dessus. Hein? Ouais, non, je délire, ok. Mais avouez que ce serait canon comme découverte, non? Bon. Évidemment, il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais bon, tant pis, on peut toujours rêver. Côté image, maintenant, comme jusqu'ici, on a vu essentiellement des photos floues et des vues d'artistes faute d'images directes, voici une magnifique photographie d'un morceau d'Europe, le continent, pas la Lune, prise par l'astronaute italien Paolo Nespoli depuis la Station Spatiale Internationale le 4 octobre. Faut bien avouer que c'est à couper le souffle. Du côté des bidules 2.0, et pour rester avec les astronautes, sachez que Thomas Pesquet a ouvert sa propre chaîne YouTube. J'ai actuellement 8 fois plus d'abonnés que lui, ce qui n'est pas du tout normal, étant donné que je suis la chaîne environ la moins suivie du YouTube Space Game, et pourtant la plus ancienne comme quoi, hein. Donc allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous à sa chaîne, il faut que ça change. Côté Twitter, c'est l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP, qui a fait son apparition sur le réseau social de l'Oiseau Bleu, donc à suivre si tout ceci vous intéresse. Pour les plus courageux ou courageuses d'entre vous, Stephen Hawking a mis sa thèse en ligne et comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Bonne chance! Beaucoup plus accessible, plus ludique, mais non moins planant quand on y pense, il reste seulement quelques heures, enfin quelques jours, ça dépend
quand vous écoutez ce podcast, pour envoyer son nom sur Mars. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour inscrire votre nom et votre prénom sur le site de la mission InSight de la NASA pour que l'atterrisseur qui doit partir vers la planète rouge en 2018 puisse l'emporter avec lui. Et pour finir, même si vous regardez cette vidéo trop tard, trop tard pour envoyer votre nom sur Mars, vous pourrez toujours vous promener en touriste sur les astres les plus intéressants du système solaire, puisque Google Maps a élargi son service à tous les objets qu'on a pu cartographier tout ou partie. Encore des heures de procrastination qui vont partir très très loin en ce qui me concerne. Restons en ligne pour la sélection des tweets du mois, et j'en ai choisi 2. Le premier est de Brian Green, qui nous dit: pourquoi est-ce que nous n'avons pas été visités par des extraterrestres? De la même manière que vous ne vous arrêtez pas pour papoter avec des fourmis, peut-être que c'est juste qu'on n'intéresse pas E.T. C'est peut-être pas faux, hein, ce qu'il dit. Bon, cela dit, il connaît sans doute pas Bernard Werber, hein, non plus. Ouais, à ce propos, tiens, parenthèse, il faut lire les fourmis, hein, surtout les jeunes, vraiment, c'est très bien. Enfin, tout le monde d'ailleurs, pas seulement les jeunes, mais voilà, c'est très très bien les fourmis, il faut lire les fourmis, de Bernard Werber, donc. Fin de la parenthèse. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ça fait la 3e fois que je parle de fourmis dans cet épisode? Bon, bref. Retournons sur Twitter. Deuxième tweet, c'est celui de la Cité de l'Espace qui partage la photo officielle du 30e congrès mondial des astronautes qui s'est tenu à Toulouse en ce mois d'octobre, à l'occasion également des 20 ans de la Cité de l'Espace, et ce cliché comporte 105 astronautes qui, comptabilisant tout 37 ans, 45 jours et 14 heures passés en orbite. Si ça, c'est pas la classe, je vois pas ce que c'est. La date anniversaire de cet épisode, c'est bien sûr le 4 octobre. Ce jour-là, Spoutnik a fêté ses 60 ans. Enfin, pas le premier satellite de l'histoire lui-même, hein, qui a cramé dans l'atmosphère quelques mois après son lancement, mais l'événement, hein, c'est fou. 60 ans. C'est il y a 60 ans que tout a commencé. 60 ans, c'est que dalle, un être humain, maintenant, il est même plus vieux à 60 ans. Alors, vous imaginez tout ce qu'on a fait dans ce laps de temps aussi court qu'un battement de cils dans l'histoire de l'humanité? On a envoyé un premier satellite en orbite. 12 ans plus tard, on marchait sur la Lune, et aujourd'hui on a des sondes qui se trouvent à 18h-lumière de nous, des rovers qui crapahutent sur Mars et nous envoient des images tous les jours, un engin échoué sur Titan et 2 autres sur une comète en forme de canard en plastique, et une station spatiale immense habitée en permanence depuis plus de 15 ans. C'est ouf, c'est vertigineux, hein. En 60 ans, quoi. On a fait tellement de... Bon, bref. Joyeux anniversaire Spoutnik. Ce qui m'énerve, c'est que personne n'en a parlé dans les médias, quoi. Par une bref, peut-être. Bon, bref. En même temps, j'ai pas vu tous les médias non plus, mais il y a pas eu de grosses commémorations, quoi. Moi, j'aurais, bon. Je ne suis pas à la tête de médias, voilà, peu importe. Donc, joyeux anniversaire Spoutnik, merci les soviétiques de l'avoir fait, et hâte de savoir ce que nous réservent les 60 années à venir. Et pour finir cet épisode, je voudrais vous parler de 2 livres sortis ce mois-ci. Le premier, c'est celui de l'astrophysicien Hervé Doll, qui s'appelle Le côté obscur de l'univers, chez Duno, et qui traite évidemment de la matière noire, de l'énergie noire, mais aussi du fond diffus cosmologique et de toutes ces choses passionnantes. Mais ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est qu'il raconte de l'intérieur ce que c'est que de participer à une mission spatiale, de la conception d'un télescope à l'épluchage des données en passant par le lancement, et ça c'est vraiment chouette. Je lis pas ça souvent, ce genre de témoignages, et là en plus ils partagent des échanges de mails et tout. On a vraiment l'impression d'y être, c'est vraiment cool. Et on se rend bien compte comme ça que les projets scientifiques de cette ampleur, de l'ampleur de Planck par exemple, sont vraiment des aventures humaines folles qui regroupent des centaines de personnes qui repoussent les limites technologiques tous les jours pour faire de petits bijoux. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Par contre, concernant le niveau de vulgarisation, il est plus, hein. Je pense qu'il faut être déjà un amateur bien éclairé parce que c'est souvent un peu technique et si on n'y connaît rien, on peut vite être perdu. Donc voilà. Le deuxième livre, c'est celui de Cyprien Verseux, qui sort Vivre sur Mars, chez Michel Lafon. Alors exceptionnellement, je vous en parle alors que je ne l'ai pas lu, mais pour 2 bonnes raisons. D'abord, Cyprien est un ami, et donc ça me paraît important de le soutenir, et de vous le dire, pour être tout à fait transparente. Et ensuite parce que j'ai juste lu les premières pages quand je l'ai reçu, et qu'il a une très jolie plume. Donc j'ai toute confiance en le fond et en la forme. Et pour rappel, Cyprien a passé 1 an enfermé dans un dôme sur un volcan d'Hawaï pour simuler une mission martienne organisée par la NASA. Et vous l'avez peut-être vu remettre à sa place une Miss Météo dans des zappings qui traînent sur internet. Bref, j'ai hâte de m'y plonger dans son livre pour savoir comment il a vécu sa mission. Et si vous suivez ce podcast depuis longtemps, vous souvenez sans doute qu'il avait répondu à mes questions en vidéo quand il était là-bas. Et pour l'anecdote, il a relu le scénario de ma BD Mars Horizon pendant sa mission également, puisqu'il était l'un des consultants scientifiques.
Et pour finir, c'est bientôt les Utopiales. Le festival de science-fiction se déroulera à Nantes du 1er au 6 novembre. J'y serai tout du long. Le mercredi, je dédicacerai à 16h. Le jeudi, j'y serai mais en touriste et je compte bien en profiter. Le vendredi, j'ai une table ronde à 14h et une autre à 16h, directement suivie d'une dédicace à chaque fois, donc à 15h et 17h. Le samedi, je serai là pour soutenir Erwan Surcouf qui viendra nous parler de son travail et je dédicacerai à 11h et à 15h avec lui, sans doute. Le soir à 20h, on sera à la remise des prix, puisque Mars Horizon est nominé pour le prix Utopial de la meilleure BD de SF 2017. Et le dimanche, j'y serai en touriste. Voilà, vous savez tout. C'est la fin du 68e épisode de ce podcast. Merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Je ne pourrais pas continuer sans vous. Je vous rappelle que mes 3 ouvrages sont disponibles en librairie, voire même en bibliothèque. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ma page Facebook ou sur Twitter. En parlant de Facebook, on n'est pas loin des 10 000 abonnés sur la page, donc si vous n'avez pas liké, n'hésitez pas à le faire. Ce qui m'aide tout autant que le Tipeee, c'est l'abonnement à la chaîne YouTube et le partage des vidéos. Donc si vous voulez me soutenir, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Croyez-moi, si c'est pas grand-chose pour vous, c'est énorme pour moi. Alors abonnez-vous, parlez de la chaîne à vos amis, partagez les vidéos qui vous plaisent. Enfin voilà. Merci si vous le faites déjà. Merci également à toutes celles et ceux qui mettent un commentaire et des étoiles sur iTunes, ça me fait très 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 chaud au cœur, parce que le podcast ne quitte pas le top 5 des podcasts scientifiques à chaque sortie d'épisode, où je suis entourée des émissions de Radio France, et c'est quand même très cool de pouvoir rivaliser avec 3 bouts de ficelle avec des émissions qui ont évidemment des moyens que je n'ai pas. Donc merci à vous. Pour les Nantais, on se voit aux Utopiales. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.